Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette session de l'information. Voici les principaux titres. Grogne au sein des travailleurs de la Direction générale de Bénirail. Vanné des conditions de travail auxquelles ils sont soumis, ils ont exprimé leur mécontentement à travers un mouvement de protestation ce mercredi. Conférence de presse du président de l'Agence nationale de lutte contre la corruption ce mardi, Jean-Baptiste Elias recommande l'annulation au sujet de récents concours de recrutement de 94 agents au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Au Nigeria, les lycéennes de Chibok libérées rejoignent un centre éducatif ce mardi. Elles pourront recevoir un soutien psychologique et une attention médicale jusqu'en septembre. Merci de rester fidèle à Eden TV. Mouvement de protestation ce mercredi à la Direction générale de Bénirail. Les travailleurs du Synco Béni, syndicat des cheminots du Bénin et du Niger, et ceux du Centra Bénirail, syndicat des travailleurs de Bénirail, dénoncent les mauvaises conditions et les mauvais traitements dont ils sont victimes. Laurent Antonikes et Fréjus Fiossi pour Le Point. Ils sont mécontents. Ces travailleurs de l'Est OCBN devenus Bénirail dénoncent ce qu'ils appellent le marché de dupes conclu entre le gouvernement de l'ancien président Boni Yayi et le groupe Bolloré qui sacrifie les intérêts des travailleurs. Réunis au sein du Synco Béni, syndicat des cheminots organisés du Bénin et du Niger, et le Centra Bénirail, syndicat des travailleurs de Bénirail, ils ont organisé ce mercredi un sit-in à la Direction générale de Bénirail à Ganri. Après quelques heures de manifestations ponctuées de chants et de danses hostiles au groupe Bolloré, ils ont procédé à la lecture de leur motion qui se résume en plusieurs points. Le syndicat des cheminots organisés du Bénin et du Niger, Synco Béni, et le syndicat des travailleurs de Bénirail, Centra Bénirail, exigent la satisfaction totale des revendications suivantes. 1. L'élaboration et la mise en vigueur dans un délai de 30 jours à compter de ce jour d'une convention collective des travailleurs cheminots avec effet rétroactif à compter du 14 octobre 2015, date de démarrage des activités par Bénirail. 2. L'acquisition de matériel de traction et roulant neuf, locomotives, wagons, la mise en circulation de trains voyageurs tant attendus par les populations béninoises, le paiement en numéraire et non en repos compensateur des heures supplémentaires effectués par les travailleurs et ce, à tous les niveaux de grade. Paul Esseiko de la CSTB et Ansel Amoussou de la CSA Bénin, présents sur les lieux pour soutenir les cheminots, n'ont pas manqué de dire toute leur désapprobation face à cette situation dans laquelle ceux-ci se retrouvent. Ils lancent un appel au compatriote Samuel de Souaoré, PDG du groupe pétrolin, et promettent aux travailleurs leur soutien jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Quelqu'un qui n'a pas souffert, quelqu'un qui n'a pas compétit, peut-il faire du bien? Non. Mais on lui a donné l'OCBN gratuitement. Donc, il fait de l'OCBN ce qu'il veut. C'est pour ça que dès le départ, nous vous avons dit, n'acceptez pas Bolloré ici. On connaît Bolloré en Côte d'Ivoire. On connaît Bolloré partout ailleurs, et même en France. La Confédération répondra toujours présente lorsqu'il s'agira de vous battre pour vos droits. C'est l'occasion ici d'interpeller le gouvernement. Mais c'est l'occasion aussi d'interpeller notre compatriote Dossou Samuel. Il a fait une bataille, ou bien il est au cœur d'une bataille. Il ne doit pas oublier que cette bataille doit aboutir pour le bien-être de ses compatriotes. Mais il n'a pas intérêt à faire des accords qui sacrifient les intérêts des travailleurs. Les bureaux exécutifs du Synco Béni et du Centra Bénirail, tout en restant ouverts au dialogue et aux négociations, mettent en garde le directeur général de Bénirail pour les déconvenus en cas de non-satisfaction de leurs revendications au plus tard le 21 juin prochain.
Les syndicalistes au cours de ce sit-in ont délivré des messages pour dire leur indignation et ont également appelé à l'aide l'opérateur économique PDG du groupe pétrolier Samuel Dosso Aoré. Suivons ici un extrait du contenu de leur déclaration. Nous sommes dans une entreprise qui, depuis bientôt 2 ans, n'a pas su doter Beniraï donc d'une convention collective. Alors qu'avant que Beniraï ne s'installe, nous avions quand même le statut général du personnel qui régissait donc le fonctionnement donc de l'OCBN. Et c'est ça que nous dénonçons parce que les conditions sont mauvaises. Et à chaque fois quand nous posons le problème, on nous sert comme quoi que la justice, la décision de justice qui bloque les travaux de renouvellement de la voie ferrée et de réhabilitation, que c'est cette décision qui fait qu'eux autres ne peuvent pas nous donner alors cette convention collective. Et voilà donc ce qui fait que les cheminots aujourd'hui trouvent en cela une injustice. Il faut que nous montrions à Bolloré que ici nous sommes dans notre pays. Il y a longtemps que nous avons fini avec la colonisation et l'esclavage. Les gens ne peuvent pas venir chez nous et adopter des comportements de racistes. Mais on est dans quel pays? En France, est-ce qu'il peut faire ça? Non. Nous allons pouvoir dire non. C'est l'occasion ici d'interpeller le gouvernement. Mais c'est l'occasion aussi d'interpeller notre compatriote Dosso Samuel. Il a fait une bataille. Ou bien il est au cœur d'une bataille. Il ne doit pas oublier que cette bataille doit aboutir pour le bien-être de ses compatriotes. Bolloré, quand il passe, eh bien, la misère passe. Et c'est pour cela que nous avons refusé le marché de dupes que Yahi Boni a conclu avec Bolloré. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui n'a pas souffert, quelqu'un qui n'a pas compétit, peut-il faire du bien? Non. Mais on lui a donné l'OCBN gratuitement. Donc il fait de l'OCBN ce qu'il veut. C'est pour ça que dès le départ, nous vous avons dit, n'acceptez pas Bolloré ici. On connaît Bolloré en Côte d'Ivoire, on connaît Bolloré partout ailleurs, et même en France. Les rails qu'on a construits depuis 1900, 1800, c'est ces mêmes rails qui existent encore. Et ils veulent construire avec le même écartement. C'est pourquoi la CSTB a dit non, Bolloré, tu ne viens pas. On n'a pas besoin de toi. Alors que Dosso Aoré, lui, il a prévu une construction moderne. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Dosso en question, il est béninois. On sait où est sa maison. S'il vient et qu'il fait du n'importe quoi, on saura à qui s'adresser pour lui tirer les oreilles. Nous lançons un appel à notre gouvernement. Nous souffrons trop. Alors, la décision de justice n'a qu'à être appliquée. Des propos recueillis par Laurent Toneikes et Fréjus Fiossi. Jean-Baptiste Elias, président de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, était hier face aux professionnels des médias. Seul point abordé au cours de cette conférence de presse tenue au siège de l'institution à Cotonou, le résultat des investigations diligentées par l'ANLC au sujet du récent concours de recrutement de 94 agents au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Carole Olaye, Damien Pedro. Seul point à l'ordre du jour de la rencontre entre les professionnels des médias et le président de l'ANLC, Agence nationale de lutte contre la corruption, les résultats des investigations diligentées par l'institution pour faire la lumière sur le concours de recrutement organisé au profit de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Selon Jean-Baptiste Elias, l'organisation du dit concours par un cabinet privé est contraire aux tests de la CNSS. Par ailleurs, le président de l'ANLC a également confirmé des anomalies comme la non-connaissance des matières de composition, la création de centres de composition le jour du déroulement des épreuves. Il dit ceci,
C'est des rapports officiels que le directeur général nous a remis, il y a des signataires. C'est lui-même qui a mis en place ces observateurs qui sont des agents de la caisse, qui sont partis sur les lieux pour faire le travail et rendre compte. Le centre de Sainte-Rita ne parvient pas à contenir tous les candidats. Ainsi, le CEG, le LAC, a été sollicité. Ça veut dire qu'on n'avait même pas préparé la salle avant la veille. C'est le jour-là qu'on s'est rendu compte. Le directeur général a mis en place un comité ad hoc. Ce comité ayant été fait en dehors du code des marchés publics pose problème. Le marché a été adjugé pour 18 900 000 à ce cabinet, ce qui dépasse déjà le seuil prévu par le code des marchés publics dans le domaine précis en matière de marché intellectuel, qui lui est de 10 millions. Au regard de toutes ces irrégularités, la NLC recommande simplement et purement l'annulation du dit concours, l'annulation de l'acte du directeur général de la CNSS portant proclamation des résultats de ce concours, le remboursement des fonds engagés dans son organisation évalué à environ 30 millions de nos francs CFA et enfin l'organisation d'un nouveau concours par le ministère de la fonction publique. Dans un autre registre, intéressons-nous à l'examen prénuptial, une des formalités à remplir pour obtenir le droit de se marier. C'est un certificat délivré par un médecin à chacun des deux époux qui devront le fournir à l'officier d'état civil. Quelles sont les analyses médicales à faire? Fréjus Serwan, Judicaël Polikapaïdjinou et Denis Maroya ont réalisé une enquête à ce propos. Suivez. Groupage sanguin facteur Rhesus, sérologie chlamydier, ce sont entre autres quelques examens prénuptiaux auxquels sont généralement soumises les personnes désireuses de convoler en juste noces. Une exigence du législateur est inscrite dans l'article 127 du Code des personnes et de la famille. Mais la liste des tests médicaux prénuptiaux n'est pas exhaustive et sa composition est laissée à la discrétion du médecin. Le dépistage de la syphilis, par exemple, qui est une maladie qui auparavant était une maladie assez grave et qui était contagieuse. Cet examen est conseillé et lorsque l'un des conjoints est atteint, on peut le traiter. Le traitement est assez simple et accessible. Voilà. À part la syphilis, il y a les maladies virales telles que l'hépatite B, l'hépatite C, qui sont également à dépister chez les conjoints, puisqu'il y a des mesures préventives. Les demandes d'analyse faites, elles seront confiées à un laborantin. C'est ici que nous découvrirons le processus de leur réalisation. Nous sommes à Décombré dans un laboratoire d'analyse biomédicale qui a accepté de nous les révéler. Pour le spermogramme, nous déposons la lame sur la platine, nous faisons la mise au point et le biologiste qui est chargé de faire l'examen voit si entre-temps il y a la présence des spermatozoïdes dans l'échantillon. Quel type de spermatozoïdes? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que c'est des spermatozoïdes avec des malformations? Est-ce qu'ils sont viables? Est-ce qu'ils peuvent féconder un ovule? Les durées des examens prénuptiaux varient d'une analyse à une autre. Au bout d'une semaine pour les plus longues, les résultats sont mis à la disposition du médecin pour un but précis. C'est un but d'abord de dépistage de ces affections, de traitement, parce que certaines maladies sont curables. Et ensuite, quand vous pensez à votre descendance, dans le cadre de la drépanocytose, vous savez que il y a des mesures préventives. Si vous êtes AS, votre conjoint est AS, il faut savoir que il y a une mesure préventive. Si nous nous mettons ensemble, il y a probabilité, il y a risque d'avoir des enfants drépanocytaires. Or, vous pouvez en amont éviter ça sur le plan médical. Autant les examens prénuptiaux renforcent les liens des personnes engagées dans un processus de mariage, autant ils peuvent entraîner leur rupture. J'ai connu deux couples chez qui nous avons, après la réalisation de l'électrophorèse de l'hémoglobine, nous avons découvert qu'ils étaient porteurs de traits. Mais la sensibilisation, tous les conseils que nous avons apportés par rapport au risque d'avoir un enfant drépanocytaire n'a pas modifié leur entrain. Bon, ils se sont engagés et puis ils se sont mariés. L'un d'entre eux a malheureusement, au cours de la première
grossesse eu un enfant qui était drépanocytaire. Certains arrivent quand même à surmonter cet amour idyllique et se disent bon, il vaut mieux se séparer et pour ne pas avoir à vivre un cauchemar par la suite. Il ne tient alors qu'à chaque couple de faire un choix judicieux en la matière. Hors du Bénin, les 82 lycéennes de Chibok libérées de Bumeu des mains du groupe islamiste Boko Haram ont rejoint mardi un centre à Abuja où elles pourront poursuivre leur éducation. Elles recevront un soutien psychologique et une attention médicale jusqu'en septembre. Pour rappel, en avril 2014, 276 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans avaient été enlevées à Chibok. 57 avaient réussi à s'échapper juste après. Plus de 100 sont toujours aux mains du groupe islamique. Écoutez un extrait des propos d'un expert en protection des enfants à l'UNICEF et celui du ministre pour les Affaires familiales. Vous êtes de retour en vie et c'est un nouveau chapitre de vos vies. Un chapitre d'espoir et de joie. Nous nous joignons au gouvernement du Nigeria pour vous accueillir. Ces filles participent à ce programme sur la base du volontariat. Elles l'ont accepté et leurs parents ont également donné leur accord. Nous ne gardons personne ici sans son consentement ou le consentement des parents. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu ce lundi les ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense, lutte antiterroriste et coopération au cœur des discussions de Lavrov au Caire. Au cours de son entretien avec les ministres russes, le président Sisi a par ailleurs souligné la volonté du Caire de consolider le partenariat avec la Russie dans les domaines économiques, commerciaux et industriels. Suivez un extrait des propos des ministres des Affaires étrangères d'Égypte et de la Russie, des propos tenus lors d'une conférence de presse. Nous voulons continuer notre coordination étroite avec la Russie dans le cadre d'une coopération politique, mais aussi une coopération en matière de sécurité et dans le renseignement pour éliminer ce phénomène et protéger pas seulement la région de l'Égypte, mais aussi la Russie et le monde entier. Maintenant, le plus important est de mettre une barrière dans la voie du terrorisme et de son idéologie. Nous ne pouvons le faire que tous ensemble. Le pays, la Libye, a été détruit par les bombes. Le régime a été évincé. C'est devenu un gouffre, une véritable passoire pour les terroristes, les criminels, les trafiquants d'armes, les migrants illégaux. Tous ensemble, nous voulons résoudre la crise libyenne, mais si nous continuons à détruire l'État syrien après la destruction de l'Irak et de la Libye, cela signifierait que les hommes politiques ne valent pas un sou et qu'aucune leçon n'a été tirée des énormes tragédies qui ont eu lieu dans cette région. Destination l'Afrique du Sud, les scènes de violence urbaine dites émeutes pour l'amélioration des services publics sont quotidiennes ou presque dans le pays. Les habitants des townships, souvent très touchés par les inégalités sociales et économiques, expriment ainsi leur colère de ne pas avoir l'accès à l'eau potable ou à l'électricité dans un pays où 13% de la population sud-africaine vit encore dans des logements informels. Reportage. De l'eau, de l'électricité et des sanitaires, voilà les réclamations des habitants d'Ennerdale, un township près de Johannesburg. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, leur frustration face à leurs misérables conditions de vie s'est transformée en violente colère. Céline Brown est née il y a 21 ans dans cette maison. Entassée avec sa famille, cette jeune maman se sent abandonnée par les autorités. Si le gouvernement ne fait rien pour nous sortir de cette situation, ça ne va faire qu'empirer. Avant, les manifestations se déroulaient dans le calme, mais aujourd'hui c'est de pire en pire et l'État ne fait rien pour nous sortir de là. Voilà les toilettes où les gens jettent leurs excréments. Je suis fatiguée. J'habite ici, là où on jette la merde. Je ne peux pas cuisiner décemment. Je ne peux pas vivre décemment dans cette merde. En 1994, l'Afrique du Sud élisait Nelson Mandela, le premier président noir du pays, avec la promesse d'une vie meilleure pour tous. Mais depuis, aucune maison n'a été construite à Ennerdale, et en Afrique du Sud, 13% de la population vit toujours dans des logements informels.
Les manifestations violentes sont devenues courantes et les activistes ne voient pas d'autre moyen de se faire entendre du gouvernement. Les violences de la semaine dernière étaient dues au manque de services de base. Aucune maison n'a été construite à Ennerdale en 28-30 ans. Nous sommes allés dans la rue pour attirer l'attention du gouvernement, pour qu'il nous construise des maisons durables. D'après l'ONG Oxfam, 3 millionnaires sud-africains possèdent autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre du pays. Entre ces inégalités criantes et les scandales sur la corruption au gouvernement, plusieurs économistes alertent sur les risques d'implosion sociale. L'Afrique du Sud est assise sur une bombe à retardement. Il y a une accumulation de problèmes, trop de choses qui ne marchent pas et qui font monter la grogne populaire. Ça finira par exploser. Le gouvernement de l'ANC affirme quant à lui que des progrès importants ont été réalisés depuis les promesses de Mandela et demande aux communautés défavorisées d'être patientes. Mais les résidents d'Ennerdale se sentent à bout et prêts à retourner dans la rue tant que ce sera nécessaire. À Cuba, les bas salaires ont souvent raison du prestige professionnel sur une île où l'éducation comme la santé est gratuite. De nombreux diplômés déchantent en découvrant le marché du travail, même si le taux de chômage officiel n'est que de 2,4%. Le problème, ce sont les salaires trop bas. Dans ce pays où tout le monde vit entre deux monnaies, l'inflation, les faibles réformes économiques et le peu d'investissements étrangers, il n'y a pas de petits métiers pour arrondir les fins de mois. Reportage. Tous les jours, Béatrice fait la pause. Mais la jeune diplômée en droit refuse de rester figée dans le temps. Je n'ai pas de mal à dire que j'ai étudié le droit, mais je ne veux pas le pratiquer. À Cuba, Béatrice gagne un meilleur salaire à jouer les statues vivantes qu'à défendre la loi et l'ordre. Comme avocate dans un cabinet, je ne gagnerai pas la moitié de ce que je fais en ce moment en jouant les statues vivantes dans la rue. José Antonio a fait un choix similaire. Infirmier, il gagnait une vingtaine de dollars par mois. Mais il a maintenant délaissé sa blouse blanche et enfourché un vélo-taxi pour nourrir ses 4 enfants. En une journée, je peux gagner le salaire mensuel d'un infirmier. Sur l'île de Castro, même si l'éducation est gratuite, le salaire moyen offert par l'État dépasse rarement les 30 dollars par mois. Un revenu de loin inférieur à la moyenne latino-américaine est souvent insuffisant pour survivre. Pour boucler leur fin de mois, les Cubains devraient gagner au moins 4 fois plus. Face à ce manque de perspective, beaucoup ont choisi d'émigrer ces dernières années. Mais ceux qui restent sont de plus en plus nombreux à travailler à leur compte. Grâce aux réformes de Raúl Castro, l'entrepreneuriat privé est devenu plus accessible. Et tout comme José Antonio, 1 demi-million de Cubains ont adopté ce nouveau mode de vie. Ça n'a pas été une décision facile, j'y ai beaucoup pensé, mais il fallait que je trouve une façon de subvenir aux besoins de ma famille. En choisissant des carrières moins prestigieuses mais plus lucratives, les Cubains sont aussi moins nombreux à s'inscrire à l'université. En 2015, l'île comptait 4 fois moins de nouveaux inscrits qu'en 2010. Une transformation plutôt drastique, mais que bien des Cubains, comme Béatrice, jugent nécessaire. Au moins 80 personnes ont péri et plus de 300 autres ont été blessées dans l'attentat à la bombe qui a secoué tôt mercredi le quartier diplomatique de Kaboul en Afghanistan, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé. Face à l'urgence, le gouvernement a appelé la population à des dons de sang dans les hôpitaux. L'explosion a été provoquée par un kamikaze qui a actionné un véhicule bourré d'explosifs place Zambak dans le 10e district de Kaboul. Les ambassades de France et d'Allemagne ont subi des dégâts matériels, a déclaré la ministre française des Affaires européennes, Marielle de Sarnez. L'Afghanistan a connu un début de mois de ramadan sanglant. Quelques témoins présents sur le lieu ont raconté les faits à nos confrères de l'agence France Presse. Fin de cette édition. Retrouvez votre émission Matin d'Éden de retour sur nos antennes désormais de 9h à 11h. Merci de prendre le rendez-vous.